Et je vis comme une boule de flipper Qui roule, qui roule qui roule, tous les beaux châteaux d'Équateur. en août. C'est cool, quoi. Ah, non, n'importe quoi. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Et si, avant tout ça, on lançait un générique? Mais allons-y. Si ça veut bien. Bon, il n'y aura pas de générique. Hop. Bonjour Jérémy. Bonjour, Mathieu. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Alors, nous sommes dans le Kill the Cult numéro 15, je crois. Dans le Kill the Cult. Le Kill the Cult. Oh putain. On refait à zéro. non, on refait à zéro où je coupe tout ça au montage. Nous sommes dans le Ciné Fermé de l'intérieur numéro 15. Numéro 15. Oui, Alors, c'est alors- peut-être l'instant promo, du coup. Non. Vous pouvez aussi retrouver Mathieu sur les podcasts de Kill the Cult. Alors, podcast, non, mais en vrai, podcast. Il y a un podcast qui existe, je crois qu'il y a 5 épisodes, où je parle d'un film, en général. Oh mon Dieu, un Gremlins. Vous n'êtes pas dans le studio actuellement, mais là, j'ai une petite fille sur mon dos. C'est génial. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure, mon cœur. Enfin, mes amours, plutôt. Voilà, donc nous sommes dans le numéro 15. Comment ça va, Jérémy? Bah écoute, ça va et toi? Bah, moi, ça va très bien. Depuis le temps. Depuis le temps, oui, parce que ça fait depuis le 30 août. On a regardé les statistiques dernièrement. Ça fait depuis le 30 août que nous ne. Oui, Bon, mais pas paru sur on a le- eu 2 tentatives avortées en fait. Eh oui, et l'avortement, comment dire? J'essaie de faire une blague sur la Pologne. Mon podcast, mon choix. Voilà. Non, nous n'avons pas pu pour différentes raisons. D'une part, on va dire médicale, de boulot. Médical, boulot, ensuite vacances. Voilà. Ouais. Et ensuite, on voulait pas se parler non plus à un moment. C'était compliqué. Mais nous sommes de retour, enfin, pour vous parler cinéma. Enfin, cinéma. Cinéma. On va pas- Alors, est-ce que par hasard, comment dire, est-ce que Aurais-tu quelques news, Mathieu? je ne sais pas. Alors, est-ce que par hasard on mettrait pas le jingle des news? Allons-y. Allons-y. Bon, un jingle sous-mixé. Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par Paramount? Eh bien, vas-y, je sens que tu en meurs d'envie. Ah non, mais parce que je ne décolère pas. Ça va faire une semaine. Non, ça fait pas encore une semaine, mais bientôt. Que Paramount a annoncé que la série Star Trek Discovery, une petite série que personne ne regarde visiblement. Avec des Ewoks dedans. Je t'emmerde. Voilà. Donc les droits de diffusion internationale n'appartiennent plus à Netflix actuellement, et donc a été reprise. Donc tout ça pour être diffusé sur la prochaine plateforme de streaming qui s'appelle Paramount+. Et un abonnement supplémentaire. Voilà. Sachant que Paramount Plus ne sortira en France que courant 2022, et encore nous n'avons pas la date, contrairement à nos confrères du Royaume-Uni, de l'Allemagne, etc. Donc en France, nous ne savons pas si nous allons avoir accès, enfin surtout quand, Eh bien, à la écoute, suite de la saison 4 de Star Trek eh Discovery. bien, écoute, lors d'un certain passage en Angleterre au premier semestre 2022, je t'invite éventuellement à binger une matinée dans ta chambre d'hôtel. Oui, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de regarder une série dans une chambre d'hôtel À Londres. à Londres. Moi, tiens, je vais en profiter pour passer un petit coup de gueule en fait. C'est sur la multiplication des plateformes en fait. Je veux dire. Bon, alors Amazon, Alors non, Amazon, c'est 50€ l'année. Oui, c'est 49 €. On est dans les moins chers du marché. Voilà, mais les autres, sinon, c'est X euros par mois, donc plus X euros par mois, plus X euros par mois. Alors, je veux bien qu'il faille une offre légale, Ouais. mais il y a un moment, à force de multiplier les plateformes comme ça pour
tout et n'importe quoi sur les mêmes cibles, faudra pas s'étonner si les gens s'abonnent pas, quoi. Là, c'est surtout qu'on se retrouve avec, comme tu dis, une multiplication des plateformes. Et donc une multiplication des coûts au mois. Et parfois avec d'ailleurs certaines plateformes qui diffusent les mêmes programmes. Je pense notamment à Amazon Prime et Netflix qui ont tous les deux la patte patrouille. Voilà. Tac. Voilà. Le ciné était fermé de l'intérieur, un podcast qui dénonce grave. non, mais sérieusement, parce que sachant qu'il y a Amazon Prime, il y a Netflix, il y a Disney+, il y a Stars, il y a Shadows, il y a Mubi, The Pit pour les amateurs de musique, The Pit, Filmo TV. Ouais. Donc puis là prochainement Paramount+. Alors peut-être Peacock qui est censé venir. Il y a Hulu, Apple TV. Je pense qu'en fait, au bout d'un moment, on va y laisser un SMIC chaque mois si on est vraiment entre guillemets que sur du légal. Oui, donc ça, à un moment, ça va plus être possible. Attention, ceci n'est pas une incitation à donner dans l'illégal. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens de loi qui nous écoutent. Voilà. Non. Donc c'est juste que vous allez devoir choisir ce que vous regardez. Voilà. Ou vous allez devoir subir ce que vous pourrez regarder. Voilà. Et parce que l'autre problème, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, le contenu, c'est soit ils récupèrent des choses intéressantes et les achètent, mais dans le domaine de la création... Tu veux parler de Red Notice ? Par exemple. Je pense qu'on va en parler. On va en parler dans la rubrique on a vu. As-tu d'autres news, Mathieu ? Je ne sais pas. Est-ce que toi tu as des news ? J'en ai une potentiellement. Alors, on va faire une petite virgule. Alors hop. Vas-y. Doctor Who. Ah voilà. Enfin, un vrai sujet. C'est du réchauffé, mais bon, tant pis. Sachant que la saison 9 est disponible sur Prime. La saison 10 également. Oui, saison 1 à 10 maintenant. La saison 1 à 10, oui. Avec des épisodes spéciaux aussi. C'est cool ça. Je suis en train de tous les montrer à ma femme. Elle est ravie. Si tu savais pour la mienne. Donc, Doctor Who, donc on a appris il y a quelques mois au mois d'octobre, que Chris Chibnall et Jodie Whittaker quitteraient la série en 2022. Voilà. Donc, après la saison 13, qui est actuellement en cours, en tout cas au Royaume-Uni. Donc, une saison 13 composée de 6 épisodes et un changement de format, puisque nous ne sommes plus sur des épisodes indépendants avec éventuellement des fils rouges de temps en temps, mais nous sommes bel et bien sur une grande histoire découpée en 6 parties, un peu comme l'était la série Loki, The Mandalorian, enfin voilà. Bon, ça se fait beaucoup en ce moment, mais en même temps, c'est pas neuf. Parce que ça a déjà été fait. Pour pas rester chez Chris Chibnall, on pense à Broadchurch. Torchwood aussi. Torchwood l'avait déjà fait. Il y a déjà eu d'autres séries, sauf que c'était rare et que c'est en train de devenir une norme. Et c'est pas plus mal, honnêtement. C'était aussi American Horror Story, où c'est une saison complète égale une histoire. Donc, ils partiront donc à l'issue de la saison 13 et d'un final en 3 épisodes diffusés à l'automne 2022. Mais c'est pas tout. La BBC a d'ores et déjà annoncé le successeur de Chris Chibnall, à savoir Russell T. Davies. Ah, mais il serait pas là au début de la série aussi ? Exactement, il est déjà à l'origine du revival de la série, saison 1 à 4. Et donc, il fait son retour pour la saison 14. Alors, on ne sait pas pour combien de temps il va rester, car il faut savoir que la saison 14 et 2023, ça va correspondre aux 60 ans de la série. Eh oui. Enfin, 60 ans en comprenant la série originale classique. Voilà, qui a commencé sa diffusion en 1963. Donc, on ne sait pas si c'est un one-shot pour faire un truc événementiel sur l'année avec une saison, potentiellement un docteur et un épisode spécial et c'est fini. Ou est-ce que c'est vraiment du long terme ? On n'en sait pas beaucoup plus. Davies a refusé de se prononcer dans l'immédiat en disant que pour le moment, il n'était pas encore... même s'il a été annoncé, pour l'instant c'était toujours Chibnall aux commandes de la série, qu'il n'avait pas fini son cycle et que donc pour l'instant il n'était toujours qu'un spectateur. Voilà, nous n'avons pas d'infos sur l'éventuel docteur qui remplacera Jodie Whittaker. Les spéculations évidemment vont bon train. Et si c'était le grand retour de John Hurt ? Je commence à spéculer.
Non, c'est pas une bonne idée ça, le docteur Guerre. Non, bon. Donc voilà. Après, on risque d'avoir des surprises parce que les critiques qui sont adressées à Chibnall, je pense que c'est un peu faire fi de qui est réellement Russell T Davies. Oui, bah parce qu'il est pas tout blanc non plus. Enfin, il est pas comment dire. Il a des défauts aussi. Alors, il a des défauts, puis surtout, on va dire chez les tenanciers de la vieille garde, on va dire que Doctor Who est devenu une série woke et politiquement correcte. C'est très mal connaître ce qu'a fait Russell T Davies depuis qu'il a quitté Doctor Who, à savoir notamment une série sur l'explosion du sida dans la communauté homosexuelle dans les années 80. Ah, ça, c'est It's a Sin. D'accord. Ok. Bon, bah de toute façon, wait and see comme on dit, parce que on ne peut pas dire sans avoir vu. Exactement. Et de toute façon, toute personne qui parle de woke sans parler de cuisine asiatique, c'est qu'il a vraiment rien compris. Ouais, totalement hors sujet. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres news Il y en a certainement d'autres, mais je pense qu'on n'a pas travaillé cette partie. Ah oui, bah oui. Enfin, moi, j'étais tellement en colère contre Paramount que j'ai rien travaillé. Pas de News X, Mathieu, aujourd'hui? Pas de News X, non. Pas de. Je suis en train de me remémorer tout ce que j'ai vu, non. J'étais venu pour ça, bon bah je m'en vais. Voilà, pas de News X. Si, il y a le journal Huard qui nous a fait un truc sur Lilio qui est très très bon. Mais non, pas de News X, je suis désolé. Mais de toute façon, nous allons sûrement parler de X prochainement, enfin, dans notre sujet principal. Voilà, je te l'annonce. Ah bon? Ah, t'es pas au courant? Ah non, mon Dieu. Oui. Est-ce que t'as vraiment bossé ton sujet? Non, j'ai cru que tu parlais de la prochaine émission en fait. Ah non. Ah non. C'est pour ça le sujet n'a toujours pas été décidé, mais, bon. mais si tu veux, nous acceptons parfaitement. En tout cas, pas de News X? Non, pas du News X. C'est nul! Voilà, t'étais senti même. Merci. Voilà, non, pas de News X. Je suis désolé, je vais me auto-flageller. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire quelle torture je devrais subir. Oui, non, bah attends, je suis désolé, il n'y a pas eu de cul à Nanarland, il n'y a pas de cul ce soir aujourd'hui. Bah oui, le cul est triste en ce moment, le cul est triste, mais c'est vrai, non, mais après on pourrait parfaitement faire un épisode spécial sur le sujet. Donc, qu'as-tu vu en salle ou ailleurs, puisque maintenant les films ne sortent plus forcément en salle. Bah tiens, moi c'est tout frais d'hier. Une production Netflix. Red Notice. Red Notice. Ah mon Dieu. Alors, tout de suite, je dis oh mon Dieu, mais finalement, c'est pas le pire que j'ai vu parce que voilà. Oui, bah disons c'est pas Six Underground ou ce genre de choses qui sont illisibles. Qui étaient franchement épileptiques. Hein. Alors, je pense qu'en fait, il faut oublier la notion de cinéma. On n'est pas dans du cinéma de divertissement, on est juste dans du divertissement pur. Point. Non, je suis assez d'accord parce que je me suis bien amusé, sachant que c'est complètement con, hein, on est d'accord. C'est complètement con, je veux dire, c'est donc Red Notice, c'est l'histoire d'un agent du FBI qui se retrouve obligé de collaborer avec un voleur d'œuvres d'art. Alors d'ailleurs, c'est pas très clair, parce que c'est un agent du FBI ou un profiler Ah oui, un profiler, pardon. Non, mais parce que effectivement, tu fais bien de faire l'erreur, parce que c'est pas si clair que ça dans l'histoire. C'est un profiler qui doit faire équipe avec un voleur, la petite semelle un super voleur, mais qui a l'air complètement con, qui est Ryan Reynolds. Donc le profiler est en The Rock. Pour contrer une grande bandit internationale et que le profiler rétablisse son honneur. Voilà, jouer donc la grande bandit internationale, c'est pas Salma Hayek, pourtant c'est Gal Gadot. Voilà. Non mais elle a un jeu à la Salma Hayek, hein. Ça m'a fait vraiment beaucoup penser à elle. Alors en fait, moi j'allais plutôt dire qu'il y a un jeu. Il y a à la Salma Hayek. Non, je maintiens. Non, mais
De toute façon, c'est un enfilement de gags et de retournement de situation qui est prévisible à un point. Voilà. Voilà. Alors après, c'est Rawson Marshall Thurber qui a fait le film. C'était déjà lui qui avait fait Agent presque secret, Oui, avec toujours The Rock et... mais je crois que dans sa filmographie, il y en a 2-3 de The Rock. Hein, donc il est un habitué Enfin, c'est un artisan, un yes man qui est habitué à ce genre de film. Donc, et alors, bon, bah, clairement, oui, il n'y a aucune recherche, en fait, il n'y a aucune recherche, c'est vraiment en mode, bon, bah, Ryan Reynolds, c'est le mec cool qui fait des punchlines dans la vie, donc bah, là, tu vas jouer, en fait, il joue pas un voleur d'art, il joue Ryan Reynolds. Voilà, et The Rock fait The Rock. Fait The Rock. Et Gal Gadot fait Gal Gadot. En fait, il n'y a personne qui joue dans ce film-là. Après, je vais pas être méchant parce que finalement, je me suis pas ennuyé. Non, c'est, voilà, on s'ennuie pas, le truc se déroule, c'est prévisible, c'est con, mais voilà. C'est un produit dans le sens. Voilà, c'est ça, c'est un produit. Donc c'est dans le sens de l'artisanat, parce qu'en plus, je ne peux pas dire que c'est réellement mal filmé. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Parce que les images sont plutôt belles, bien travaillées. Il y a aucun souci là-dessus. C'est juste que c'est pas un film d'auteur. Voilà. Il y a aucune vision, il y a rien. Mais on s'amuse. Enfin voilà. En fait, on est vraiment dans le, comment dire. Alors, Netflix peut avoir des bons côtés pour certaines choses, et là, on est dans le côté, entre guillemets, de ce que pourraient craindre les détracteurs de Netflix, à savoir le côté où c'est l'uniformisation et le marketing qui priment au-dessus de l'intention artistique. Oui, mais là, alors, attention, je vais défendre Netflix. Netflix fait des produits. On sait parfaitement ce qu'on va voir quand on appuie sur Play. Donc, du coup... on s'en fout un peu parce que comme c'est un produit de consommation courante, en fait, le problème de Netflix, c'est que ça fait des produits de consommation courante. C'est un peu comme si on achetait son Nutella au supermarché. Tu sais parfaitement quel goût ça a. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de surprise. Ça passe très bien en dimanche après-midi. Je l'ai vu en dimanche après-midi. Donc voilà, ça passe nickel. Tu peux avoir les enfants à côté, no problème. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Tu t'amuses, tu peux faire ta petite lessive et ta petite popote à côté. Et tu comprends quand même. Bah oui. Mais bon, ça c'est un gros problème. Ça, à chaque fois je le dis quand je rencontre des gens. Si jamais vous êtes capable de faire votre lessive, de faire à manger tout en regardant un film, ça veut dire que l'image ne sert à rien. Il vous faut que le son. Voilà. Donc ça veut dire que ça sert à rien que ça soit du cinéma. Non, mais ça, c'est un truc qui m'énerve. Ça, c'est les gens qui regardent un film tout en faisant totalement autre chose sur leur portable, etc. Coucou ma femme. Coucou ma femme. Donc ça veut dire que si t'as pas besoin de regarder l'écran pour suivre le film, ça veut dire que l'écran est superflu. D'ailleurs, je propose qu'en fait on arrête de parler et que maintenant on passe des films. C'est ça. Oui, je suis en audio. Je suis entièrement d'accord. On va faire les films pour les gens qui font autre chose en même temps. Voilà. D'ailleurs, si toi, lecteur, tu nous écoutes pas, tu fais autre chose, honte à toi. Non, je déconne. D'ailleurs, tiens, petit sondage. Et si, en fait, on transformait ce podcast, et si on vous racontait des films de A à Z? Alors, je crois qu'il y a un autre podcast qui le fait, c'est 2 heures de perdu, mais il me semble que... Oui, plan par plan. D'accord. Enfin, séquence par séquence plutôt que plan par plan. Ok. Et puis ils le font très bien, donc on va peut-être pas aller sur leur... Non, mais je savais pas, je connaissais de nom, mais je savais pas ce qu'ils faisaient en fait. Ah bon? Oui. Ils font des podcasts. Voilà. D'ailleurs, si 2 heures de perdu veut bien nous... Oh. J'ai plein de blagues qui viennent, mais j'ose pas. Voilà. Donc, Red Notice, bon, est-ce que tu le conseilles ou tu le conseilles pas? Sans plus. En fait, je le conseille pas et je le déconseille pas. En grosso modo, c'est un produit du dimanche après-midi. Voilà. Bon, Parce que maintenant, il n'y a plus Walker. C'est une tristesse, effectivement. Voilà. Walker Texas Ranger, sachant que Walker Texas Ranger, alors ça aurait pu passer dans les news, il y a une édition DVD qui est en train de sortir avec l'intégrale Oh mon dieu. Avec l'intégrale de Walker Texas Ranger. Qui osera Dis celui qui a reçu un coffret Patrick Sébastien. Non, qui a acheté un coffret Patrick Sébastien, s'il te plaît.
Voilà, donc en plus c'est les polars de Patrick Sébastien, s'il te plaît. Voilà. Qu'a-t-on vu d'autre? Alors moi j'ai vu Les Éternels. Ah, alors. Alors, c'est long. Il paraît que alors, j'allais faire la blague. Il paraît que ça dure une éternité. Ah ouais. Alors c'est long. C'est long. Alors c'est long. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même été surpris. Je peux pas dire agréablement ou désagréablement, mais j'ai quand même été surpris parce qu'on est quand même dans un blockbuster Marvel avec des longues séquences contemplatives. Donc pour information, c'est réalisé par Chloé Zhao, qui a été oscarisée il y a pas longtemps pour Nomadland. Nomadland, oui. Donc du coup, je m'étais dit tiens, bah il y a quelque chose, et effectivement, on est face à un film avec des longs plans séquences, avec des longs plans qui prend son temps. D'ailleurs, beaucoup se sont plaints justement qu'il ne se passait rien pendant au moins 1h30, ce qui n'est pas faux, on va être d'accord. Mais j'ai trouvé ça un peu rafraîchissant de voir autre chose que le canon habituel des Marvel. Après, bon, on va pas se cacher, je parle de canon habituel des Marvel. Il y a plein de trucs qui fait que ça rentre dans les marveleries habituelles. Le final, justement, avec le plan de bataille, on est clairement dans un Marvel. Mais clairement, j'étais agréablement surpris par tout le reste du film, et surtout par une Angelina Jolie qui nous fait un rôle à la Hugh Jackman dans le dernier Wolverine. Logan. Dans une Angelina Jolie, dans un rôle... Alors là, on n'est pas face à Alzheimer, on est face à quelque chose d'autre, mais qui ressemble beaucoup à Alzheimer. Voilà. Non, j'ai trouvé ça vachement intéressant, mais peut-être effectivement avec une durée un petit peu longue, qui est de plus de 2h30. Mais moi j'ai bien aimé. Alors est-ce que tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu, Voilà. mais j'ai justement ce côté entre guillemets où voilà, j'avais entendu effectivement ces questions de longueur, de longévité, de côté un peu plus autorisant, etc. Donc c'est ce qui fait qu'aussi je vais lui laisser une chance. Bah, moi, je te conseille de lui laisser une chance parce qu'effectivement, il y a des choses intéressantes. Ah, bon, après, je vais passer sur le fait qu'on a pour la première fois un couple de personnages principaux gays. Voilà, donc la raison pour laquelle ce film a été interdit en Chine. Faut pas chercher plus loin, hein, c'est ça. Mais effectivement, c'était un petit peu rafraîchissant par rapport à la norme habituelle des autres Marvel. Et du coup, il y avait Gal Gadot, Salma Hayek. Et du coup, Angelina Jolie. Bah, il y a Salma Hayek. Oui, il y a aussi. Salma Hayek aussi. Enfin, oui, Salma Hayek. Donc, et puis il y a aussi Game of Thrones. Kit Harington. Kit Harington dans un petit rôle on sait qu'il va reprendre le rôle de Black Knight, et ça j'ai hâte. Voilà. Dis-moi tout. Et toi, qu'as-tu vu de plus? Parce que je sais que tu as vu plus de films que moi. Alors, Last Night in Soho. Ah, On va retourner un peu au cinéma. Ah bah oui. Le nouveau Edgar Wright. Donc Mathieu, tu ne l'as pas vu, c'est ça? Je ne l'ai pas vu. Donc ok, donc je vais essayer de pas trop spoiler. Alors, mais je l'ai préacheté sur une appli numérique. Avec un G, c'est ça? Avec un G, oui. Sachant qu'il y a beaucoup de films que j'ai préachetés, donc vas-y. Donc Last Night in Soho d'Edgar Wright, donc c'est un peu morose au cinéma en ce moment, parce que quand on voit des trucs, je pense par exemple à Dune. Attention, j'ai lancé le truc. Vas-y. On se fait quand même un peu chier. Oui, mais c'est une adaptation très fidèle. Peut-être trop. Et donc, ça a été un débat justement il y a quelques temps dans une soirée où c'était... ça parlait d'une et où c'était, ok, c'est beau, mais franchement, c'est terne, quoi. C'est chiant, c'est toujours... l'encéphalogramme, il est toujours au même niveau, quoi. Ouais, mais c'est d'une présentation. Non, mais c'est juste du Denis Villeneuve, en fait. Oui, parce qu'on dira ce qu'on veut, mais Arrival, c'était pareil. C'était monotone, en fait. Pas monotone dans le sens, c'est monotone, mais monotone dans le sens monoton, en fait. Alors, je t'entends pas, c'est mon sonotone. Et donc, j'avais un peu d'espoir en allant voir enfin un film de Edgar Wright, avec qui on était resté sur Baby Driver dernièrement. Oui, très 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 bon. Très très bon, et voilà. Et là, c'est pareil, c'est très très bon.
Alors voilà, et puis ne serait-ce qu'enfin de revoir de la mise en scène, enfin, et pas de la mise en scène juste pour faire waouh, non, les effets de cinéma, enfin les effets de mise en scène servent l'histoire, enfin s'inscrivent dans l'histoire, ont des liens avec ce qui se passe. Donc on n'est vraiment pas là juste pour faire du tape à l'œil. Après, le déroulement, les rebondissements peuvent être classiques, mais c'est juste tellement bien fait que au final on passe un très bon moment et c'est un très bon film. Voilà, donc Last Night in Soho, ça raconte l'histoire d'une jeune fille de la province anglaise, de la campagne anglaise, passionnée des années 60, qui débarque à Londres pour intégrer une école de stylisme. Et donc, il y a un peu ce choc brutal entre la vie londonienne et les pestes de l'école, etc. Et qui, subitement, la nuit, se retrouve plongée dans la peau d'une aspirante chanteuse des années 60 et de son destin. Et donc, va chercher un peu va perdre un peu pied entre ce qui est réel et ce qui ne l'est plus, va chercher donc, parce qu'elle assiste à un meurtre. Et donc, elle va chercher à en savoir plus sur ce meurtre du passé, et donc forcément, ça va réveiller les choses au niveau du présent. Et voilà, donc c'est du Edgar Wright, donc c'est toujours très péchu en termes de mise en scène, c'est toujours très bien raconté, c'est très bien fait. Voilà, la conclusion, le twist, entre guillemets, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus inventif. Mais honnêtement, le simple fait de voir un truc ça se démarque juste parce que, voilà, c'est bien fait, c'est super bien raconté, et que ce soit une histoire qui sort de l'ordinaire ou pas, l'important c'est qu'elle elle est vachement plus agréable à suivre qu'un truc qui est original mais plat, quoi. Oui. Je buvais tes paroles. dans un grand godet de bière. Donc du coup, Edgar Wright, tu le conseilles? Ah, évidemment. Évidemment. Donc, donc Last Night in Soho, donc à voir. Tu as vu Candyman, il paraît aussi. Oui. Alors, on va reprendre parce que Candyman, on en avait parlé dernièrement aussi. Oui, pour Clive Barker. Pour Clive Barker. C'était notre deuxième numéro. C'était notre deuxième numéro. Le premier, à l'époque, on avait encore le courage de se farcir 15 films pour préparer un numéro. Eh oui, attends, pour celui-là, on est pas loin officiellement aussi. Donc Clive Barker, donc du coup Candyman, qu'as-tu pensé du remake, sachant que je ne l'ai toujours pas vu et que les échos sont pas terribles? C'est pas terrible. Voilà. Non, mais alors c'est une sorte de. Alors il y avait eu 2 suites à Candyman qui étaient franchement dispensables. Et puis surtout que non seulement ces 2 suites, comment dire, réinventait, racontait des éléments qui n'avaient rien à voir avec l'histoire du premier. Oui. On réinventait les origines du Candyman alors qu'il venait pas du tout de là. Sachant que le Candyman était à la base une critique sociale sur les Noirs au milieu des plantations et des esclaves. Et que du coup, c'était la mémoire de l'esclavage qui revenait dans les banlieues américaines. Donc là, c'était Boston ou Détroit, je sais plus. Je crois que c'était Boston. C'était Boston, donc dans la banlieue de Boston. Donc il n'y avait pas énormément de choses à faire pour revenir à une critique sociale qui peut être très actuelle. Et donc subitement, par exemple, dans Candyman 2, on découvre qu'en fait, non, Candyman, il est originaire de la Nouvelle-Orléans. Du coup, avec les Noirs ? Oh mon Dieu. Et alors là, en fait, beaucoup en parlaient comme la véritable suite de Candyman, parce que c'est une forme de reboot / suite, en fait. Oh merde. L'histoire donc se situe en fait à Cabin Green, donc le quartier des premiers événements de Candyman, mais qui est devenu un quartier complètement gentrifié, et où un jeune artiste cherche à percer. Et va invoquer, donc va s'inspirer pour son travail de Candyman. Et puis évidemment, à un moment, va l'invoquer, donc ça va partir en cacahuète. La différence, c'est que, le premier épisode, en fait, le premier film Candyman de Bernard Rose, oui, c'est une critique sociale, mais son discours, il n'était pas littéral, il n'était pas au premier degré. La critique sociale, c'était une lecture à travers l'histoire. Et c'était pas on ne disait pas dans les dialogues, oh là là, je suis une critique sociale. Oui.
il était beaucoup plus subtil. Voilà. Et ben là, en fait, on retire toute la subtilité. Et là, c'est vraiment en mode, oh là là. Enfin, ben voilà. En fait, on est clairement. Je déteste utiliser ce mot et je veux pas tomber dans les vieux clichés de ceux qui, comment dire, les anti-woke ou ce genre de choses. Mais là, clairement, ouais, ils ont juste wokisé un film et c'est tout. En fait, ils n'apportent rien. C'était un peu ce qu'il fallait s'attendre d'un film de Jordan Peele. Ben voilà. Une production de Jordan Peele. Production de Jordan Peele. Et le problème, c'est que, en fait, déjà, c'est moyen. Je veux dire, on s'ennuie un peu. Je veux dire, à part monter le son pour nous faire des jumpscares, il n'y a pas vraiment d'inventivité. Et puis, une fois encore, tout l'aspect critique sociale, etc., est souligné dans les dialogues constamment. Constamment. C'est pas le fantastique n'est plus un prétexte pour incarner, on va dire, ces démons de la société ou ce genre de choses. En fait, ils auraient très bien pu retirer le Candyman parce que de toute manière, ils en parlent tous comme ça, en mode oh là là, ouais, puis notre peuple, et puis ceci, et puis cela, et puis l'histoire de machin truc, et puis et puis alors nous sommes afro-américains, mais on a acheté dans un quartier gentrifié, donc est-ce qu'on n'est pas aussi coupable que les autres, nanana. Et puis naturellement les violences policières, machin truc. Mais c'est un espèce de gigantesque maelstrom qui n'a pas vraiment en fait d'intérêt. L'histoire, on s'en fout un peu, les personnages sont pas très attachants. Je lisais dans certains magazines que la performance de l'acteur principal méritait d'être soulignée. Bon, il est pas mauvais, mais très clairement, c'est oublié une fois qu'on est sorti de la salle, quoi. Le film en général. Là, la manière dont tu m'en parles, ça me fait penser au reboot de la série Charmed. Est-ce que tu l'as vu ? Non. Ah. Alors, le reboot de la série Charmed, pour vous décrire un peu le truc, c'est les femmes, on est maltraitées, on est malin. Donc c'est les femmes contre le reste du monde. Donc le premier méchant, c'est un prof d'université qui est coupable de harcèlement sexuel sur ses versants. Et puis toute la série est un peu comme ça, à surligner à quel point les hommes sont des méchants. Ça me fait un peu penser à ça, tel que tu me l'as décrit, c'est-à-dire à une espèce d'image de la société qui est totalement pervertie par alors, les rapports de classe et les rapports, on va dire, d'origine des personnes. Comme si l'origine primait sur le reste de la personne. C'est ça, c'est qu'on n'est plus dans quelque chose d'universel, mais on est sur un... on met en exergue les minorités et on met en exergue nos différences plutôt que ce qui nous rassemble. Alors, sachant que ça, déjà, à la base, c'est la construction déjà de la société américaine à la base. Ils sont déjà à la base sur cette mise en exergue de tes origines. Oui, ce qui est un gros problème parce que... Nous, on voit la chose différemment, mais par notre propre culture, mais là-bas, pour eux, c'est leur culture, ceci. Oui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aux États-Unis, chaque communauté, chaque région, chaque ville, ou même pour parfois chaque quartier, a sa propre église avec chacun sa propre façon de faire entre guillemets. C'est-à-dire chaque quartier a sa propre religion entre guillemets. Donc ce qui met en exergue effectivement des choses où la minorité, enfin pas la minorité, mais les différences sont plus importantes que ce qui nous rassemble. Moi je maintiens à chaque fois, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu problématique, et ce genre de film, comme Charmed ou comme ce que tu es en train de décrire dans Candyman, c'est mettre en exergue nos différences plutôt que ce qui nous rassemble. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu triste. Et puis surtout, d'un point de vue cinématographique, c'était que là où le film de Rose, entre guillemets, se servait du fantastique pour vraiment utiliser la métaphore fantastique pour parler justement des problèmes sociétaux, de la condition de l'esclavage et des Noirs, des Afro-Américains. Qui se retrouvent effectivement parqués dans des ghettos. Et là, c'est juste le traitement purement littéral. Ouais. Et une fois encore, c'est de toute manière, si on n'a pas compris, toutes les clés sont données dans les dialogues. Oui, disons que même s'il y a effectivement des problèmes, là c'est peut-être tapé à côté.
D'accord, ok. Donc, je suis content de l'avoir précommandé ce film-là, mais de toute façon, je vais finir par le regarder. C'est Qu'as-tu sûr. vu d'autre? Alors, j'ai pas vu grand-chose en salle actuellement. Toc, 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 toc. Qu'est-ce que j'ai vu? Je ne sais plus si je suis allé en salle pour voir un film avec ma fille. C'était le dernier Pixar. C'était tellement bien que je m'en souviens plus. C'est génial. Il y a eu un Pixar? Non, je crois que c'était un Disney. Merde, j'étais en salle avec ma fille pourtant. Non, c'était pas Cruella. Non. C'était il y a longtemps, ça? Non, c'était. Attends, hop. Que je regarde mon petit listing, line-up. Regardez un peu. Non, c'est pas ça. Ah oui, tiens, il y a Affamé qui va sortir. Non, Affamé, il est déjà sorti. Ah oui, ça faut... ouais. Au moment où nous enregistrons ces lignes, Affamé est sorti mercredi et nous sommes dimanche. Oui. Voilà. Non, il faut que j'aille voir Encanto avec ma fille. Aussi le 24 novembre. Mais bon, ça c'est pas... Non, il y a un autre film qui est sorti. Qui est... Si je m'en souviens plus, c'est que c'est inquiétant. Ah, Mort sur le Nil va sortir en février. T'as vu ça? Moi, j'ai mon petit planning. Est-ce que tu peux meubler? Alors, une nouvelle commode Ikea. Alors, tu vas peut-être aller voir Memoria avec ta fille. Non, on va peut-être pas déconner non plus. Les Baudins en Thaïlande. Non plus. Mais il m'intéresse, hein, ce film. Ah oui, j'ai hâte de voir comment ils vont représenter la Thaïlande. Moi, j'ai hâte de voir la Thaïlande. Surtout les Thaïlandais.e.s. Cette écriture est vraiment embêtante. Je ne sais plus ce que j'ai vu, mais c'est pas grave. Hop. J'ai vu un... Bon, c'est pas grave. Ok. Eh bien, écoute, ça avait l'air passionnant comme séance. Bah oui, non, mais tu vois, même moi j'ai oublié. Mais ça, c'est le problème de faire des podcasts avec plus d'un mois d'écart. Donc. Et si on faisait un petit débrief sur. Ah oui, il s'est passé un truc. Un truc qu'on aime beaucoup. Ah oui. Et qui nous a pas déçus pour le coup. Ah oui. Voilà, parce qu'on a beau dire que les films c'est de la merde, il y a un truc qui ne nous déçoit jamais. Ah oui. C'est une nuit issue d'un site internet qui s'appelle La Nuit Nanarland. Alors voilà, il a tapé Nuit Nazar dans son moteur de recherche. Je ne sais pas pourquoi, mais La Nuit Nazar, Narland. Ok, bon bah voilà, comme ça on est bien. La Nuit Nanarland, donc qui a eu lieu le 25 septembre dernier. On s'était dit qu'on ferait un débrief et qu'on ferait ensuite un podcast spécial nanar. Donc ça, c'était il y a un mois. Voilà. Bah plus même. Même plus, oui, parce que le 25 septembre, nous sommes... un mois et demi. Ah oui. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, oui. En fait, ça fait 2 mois que nous n'avons pas enregistré de podcast. En fait, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus. On a oublié. Donc une nuit entière à mater des films de merde, mais on sait qu'on va voir des films de merde. Ah, voilà. Et avec un joli programme à nouveau, donc avec Strike Commando. Ouais. M. Büyük Yumruk, un film turc. Suède, Enfer et Paradis. Ah, et Piège mortel à Hawaï. Alors, c'était pas forcément l'ordre dans lequel de diffusion, nous sommes d'accord. Alors, qu'as-tu pensé de cette nuit, Mathieu? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fan ultime de Suède, Enfer et Paradis. Et j'attends. Alors, j'ai eu des discussions avec d'autres spectateurs et spectatrices sur la possibilité d'un DVD de ce film. Ils n'étaient pas pour. Ils n'étaient pas pour parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit diffusé. Mais moi, je suis pour partager la bonne parole. Voilà. Partageons ces films-là. Même s'il y a besoin parfois d'un petit message pour dire que c'est pas forcément un documentaire. C'est un film de son époque. Voilà, dans son jus. Voilà. Avec la mentalité de l'époque. Dans son jus de chaussette, avec la voix de, quand même, il s'appelle comment le narrateur? Si, il est connu. C'est un Jean. C'est un Jean. Jean Norin? Non, c'est un Jean roux. Mais j'arrive plus à taper. Enfer et Paradis. Hop. Donc ça. Alors, on commence par vous parler de quoi? Alors, déjà, on va peut-être commencer dans l'ordre en fait. Ah, pardon, Jean Topard.
Jean Topard. Voilà, qui a pour moi. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est la voix des Mystérieuses Cités d'Or. Qui vous raconte le petit documentaire à la fin des Mystérieuses Cités d'Or. Donc, alors, déjà, une soirée un peu moins fournie que d'habitude, entre guillemets. Disons qu'ils ont essayé de faire une rétrospective. Donc, il y a eu de la rediffusion de courts-métrages et d'extraits déjà diffusés au cours des précédentes saisons. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis de revoir de belles images. Bon, après revoir, sachant qu'on en avait oublié une partie. Hein. Oui. On n'est pas non plus, on n'est pas des monstres. Donc voilà, toujours des extraits aussi n'importe nawak qui. Dans un Grand Rex complet, Oui. ras la gueule, mais comme tous les ans en fait. Mais c'est ça. Ça, pour le coup, le Covid, ça n'a pas eu d'impact. Hein. Ah ouais. À part peut-être sur l'organisation de la soirée en tant que telle. Oui, à part qu'il fallait son pass sanitaire et qu'il fallait. Oui, puis j'ai l'impression aussi que d'habitude, on avait plus d'animation. Oui. Et ils étaient un peu plus. Alors non, oui, il y avait aussi la présence de Mike Horn le lendemain. Oui. Donc aussi. ils ne pouvaient pas déborder comme d'habitude. Et pourtant, qu'est-ce qu'on sait qu'ils aiment déborder. Voilà. Oh là, ça déborde. On s'est vraiment poilé les films, les jeux, les extraits. Ouais, non, mais tout était bon, mais de toute façon, comme d'habitude, en fait. C'est ça. Donc ça a commencé avec Piège mortel à Hawaï. Ah, Andy Sidaris. Andy Sidaris avec son... Et un serpent. Et un serpent. Et un beau serpent qui est pas toujours très serpentesque. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ce film d'action type de série B typique des années 80 où on suit des histoires en parallèle qui finissent par se rejoindre mais qui en fait n'ont aucun rapport entre elles. Et puis surtout, on a un casting 4 étoiles de filles en bikini. Et qui se mettent topless pour aller dans le jacuzzi pour étudier les indices. Bah oui, parce qu'elles ne pouvaient pas faire ça dans le salon, évidemment. Attends, moi, honnêtement, je réfléchis mieux dans mon jacuzzi. Voilà. Sachant que mon jacuzzi, c'est ma baignoire, je réfléchis beaucoup mieux. Mais comment fais-tu les bulles? En jacuzzi. Voilà, non, mais voilà. Donc effectivement, l'image de la femme n'a pas forcément gagné. Hein, mais de toute façon, au cours de la soirée, l'image de la femme n'a rien gagné du tout. Non, alors Piège mortel à Hawaï, mais pourtant, ce qui est dingue, c'est que l'image est plutôt belle. C'est plutôt très bien travaillé. Qu'on est face à une série B qui est parfaitement potable et qu'on aimerait que les chaînes rediffusent plus souvent d'ailleurs parce que moi je fais la recherche du DVD, hein, je sais qu'il existe. Et puis cette séquence de frisbee, qui est mortelle. Parce que c'est un piège mortel. Non mais voilà, c'est vraiment l'actionneur type en mode testostérone, les répliques de beauf par les héros, les combats, les fusillades à la marmoille-nœud, enfin c'est... Et puis ces dialogues. Ce dialogue, c'est du Audiard. On est d'accord. C'est vraiment des dialogues très intéressants et très instructifs sur tout et sur le cycle de la vie, sur comment conduire un avion. Voilà, on apprend plein de trucs. Et c'est génial. Et sur comment aussi perdre une caisse avec un serpent venimeux. Un serpent toxique. Toxique, voilà. On ne sait pas ce que vient faire le serpent toxique, mais c'était juste histoire de lui donner une fin à ce film. Le serpent est le Deus ex machina du film. Voilà. C'est génial. Voilà. Et surtout une séance de skate d'anthologie. Ah oui, c'est vrai. Alors ça. Mais ça, non, on fera jamais mieux. Skate avec poupée gonflable. Avec poupée gonflable. Et d'ailleurs, Dieu bénisse celui qui avait ramené une poupée gonflable dans la salle pour la jeter pile poil à ce moment. Je pense qu'il a fait exprès. C'était obligé. Non, mais j'aime bien énoncer des évidences. Mais voilà, mais surtout, voilà. Ensuite, donc, on a eu droit à un film turc de Cüneyt Arkın. Alors, c'était le film le plus compliqué à suivre de la soirée. En Büyük Yumruk, qui veut dire le grand point, ou le plus grand coup de poing. Ou le coup de poing le plus fort du monde, un truc comme ça. Comment dire? C'était le montage était... Le montage était épileptique. C'était particulier, on va dire ça comme ça. C'était... Alors c'est compliqué de parler de ce film parce que même l'histoire est complètement fuckée, on va dire ça comme ça.
Donc c'est l'histoire de Cüneyt Arkın, donc je ne sais pas si je prononce bien, qui est un grand acteur turc, qui se Grand retrouve, par la taille. Hein. oui, qui se retrouve à, on ne sait pas trop, on sait pas trop, combattre des hommes pour une femme. Mais une femme qui traite un peu de chienne, on va dire ça comme ça. Comme une chienne, mais pourtant elle revient toujours, donc on comprend pas. Alors, l'image de la femme pendant toute la soirée était, Ah oui, non, c'était était dégueulasse. Hein, voilà. Sachant que le montage était totalement épileptique, pire que, on parlait de Six Underground il n'y a pas longtemps, pire que Six Underground, hein, on est d'accord. Mais je me demande en fait si ce montage épileptique, c'est pas parce que il n'y avait pas de budget et en fait c'est que des rushs. Et puis c'est pas que ça, je pense aussi que c'est à cause de son personnage principal. C'est-à-dire c'est-à-dire que on voit bien que c'est pas un spécialiste des arts martiaux en vrai. On voit surtout que c'était comme si Alain Delon, maintenant, faisait les cascades d'Alain Delon il y a 20 ans. Et je pense que c'est ça aussi, ce côté épileptique, c'est pour donner en fait de la vitesse et de l'ampleur à ses gestes, alors qu'en fait, il fait du karaté comme moi, je fais du karaté après 3 bières, quoi. Oui. Comment tu veux que je rebondisse là-dessus? Donc voilà, donc oui, effectivement, réplique crue et dégueulasse, tout ce qu'on aime. Voilà, donc l'image de la femme n'en a pas sorti. Après, les yeux saignaient quand même un peu. On se cache pas que c'était un moment un peu éprouvant de la soirée. C'était le moment le plus éprouvant de la soirée. Et pourtant, le film est court, hein. Il fait 1h10. Hein, ouais. C'est vachement court. Après, moi j'avais choisi comment dire, d'être un peu plus faible pendant celui-là pour pouvoir suivre assidûment ce qui allait suivre. Ah. Troisième film, Suède, Enfer et Paradis, qui est mon chouchou. Ah, le film de la soirée. Qui est le film de la soirée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le film a déjà été diffusé pendant une soirée précédente. Alors, à la Cinémathèque, pas au Grand Rex. Oui, à la Cinémathèque. Oui, mais c'était une nuit. À un moment, c'était les nuits. La nuit excentrique. C'était nuit excentrique. C'était pas nuit Nanarland, mais c'était les mêmes qui les faisaient. Voilà. Mais bon, voilà, ils nous ont pas servi un film qu'ils avaient déjà diffusé il y a 5 ans ou des choses comme ça. Non, c'était beaucoup plus ancien. C'était beaucoup plus ancien, sachant qu'ils avaient retrouvé une bobine. Oui. Voilà. Donc du coup, un film complet qu'on a pu voir, qu'on a pu apprécier pleinement. Alors, un film qui s'inscrit en fait dans le registre des documentaires Mondo. Oui. Donc des documentaires en fait qui se focalisent sur un peu sur les aspects craspec de la société et qui ne sont pas là pour être comment dire informatifs, mais qui sont là pour être en mode ah, vous avez vu un peu comment c'est là-bas, oh là là. Voilà, et voilà, on va parler de l'aspect un peu sexuel. Hein, Voilà, donc là, ça parlait des mœurs suédoises. Oui. Sachant que le film, donc comme l'expliquait celle qui l'a présenté, a été écrit et réalisé par un Italien très catho. Oui. Donc un peu, c'est la vision. Alors, c'était expliqué. On en apprend plus sur les cathos d'Italie que sur la Suède, en vrai. Hein, voilà. Parce que donc, comment dire, en fait, c'est un jugement permanent de comment la Suède éduque ses filles, entre guillemets. Oui. Avec la voix très tranquille de Jean Topard et la petite ironie que j'ai trouvé géniale pendant tout le film. Non, mais c'est... Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est une époque où les Suédoises, où on parlait beaucoup des Suédoises en tant que filles très, très libérées, très libres, ce qui n'était pas le cas en France. Ce qui était, ce qui, selon les mœurs, n'était pas le cas en France, même si on sait que, on se défend pas mal. Hein. Faut pas déconner non plus. Suède, Enfer et Paradis, c'est un monde d'ose, donc c'est un peu ce que le Love Story est au documentaire. Hein. On est d'accord qu'on n'est pas sur un documentaire hyper précis. Mais donc voilà, pour vous donner un exemple, donc il parle par exemple des cours d'éducation sexuelle donnés au collège aux Suédoises. Voilà, où on explique déjà l'avortement. Et donc le narrateur de sa voix, enfin en vrai donc le réalisateur qui nous explique que désormais il n'y aura plus de passion dans les rapports amoureux et que un enfant oui mais quand je le veux, si je le décide, excluant toute beauté dans le fait de donner la vie, etc. parce qu'après tout c'est vrai que on va quand même pas les empêcher de mettre enceinte des gamines de 16 ans quoi. Bah oui.
Je sais pas comment répondre à toi. Tu vois. C'était un peu ce qui était sous-entendu. Oui, Hein. non, mais c'est. Sous-entendu que, bah voilà, quoi, je veux dire, on touche pas à la vie, quoi, sous-entendu. Bah, c'était en fait, c'est un documentaire vraiment plein de jugements vis-à-vis des personnes libérées et tout en les cas sont bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mondo, donc c'est-à-dire que c'était un documentaire à mise en scène. Voilà, donc c'est-à-dire pas un vrai documentaire avec des choix qui sont tout comme cette séquence avec la distribution d'alcool. Oui. Voilà, où l'alcool était donné un peu à qui veut sous prescription et qui avait un peu comme une pharmacie en fait. En fait, c'est un peu n'importe quoi. Et, voilà. Et après, très clairement, ce qui rend ce film drôle, en fait, c'est le décalage culturel par rapport à aujourd'hui. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était très sérieux. C'était très sérieux. Enfin, c'était très sérieux, mais la voix de Jean Topard est quand même pas mal ironique. Hein. Il y a pas mal de petites touches d'humour qui rend ce film sympathique. Et d'ailleurs, je veux l'édition DVD. Alors, écoutez-moi, ESC, Artus Film, Le Chat qui fume. Est-ce qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui peut faire une belle édition de ce film? Voilà, je le dis. Ah, une belle édition du Chat de Suède, Enfer et Paradis, ça vaudrait le coup. Oui, moi non, on est d'accord, Après, je suis pas d'accord avec toi sur la voix ironique. Ah bon? Bah, elle est ironique, mais dans le sens, c'est l'ironie du réalisateur vis-à-vis de la société suédoise. Ah, tu penses qu'il n'y a pas une déformation du prisme du passage de la VO à la VF? Non, pour moi, c'est parce que pour moi, les termes employés et la manière dont c'était dit, oui, il y avait de l'ironie, mais c'était pour critiquer la Suède. Ah oui, non, mais c'est... Pour critiquer la Suède et les Suédoises. C'était pas dans le sens... ah, mais moi, je suis persuadé qu'il y a une légère déformation entre la VO et la VF. Inscrite par Jean Topard. Après, c'est compliqué, il va falloir faire une... Bon, alors c'est pour ça que je veux l'édition DVD pour pouvoir faire une vraie vérification de mes dires. Mais clairement, pour moi, il y a une possibilité qu'il y ait une petite modification entre la VO et la VF. Parce que certains traits d'esprit sont très franchouilles par rapport à ce que peuvent faire les Italiens. Enfin, c'est mon avis. Ça a peut-être été adapté. Oui, mais ça restait à charge pour moi sur le. Oui, mais de toute façon, c'était à charge. C'était clairement à charge. Mais j'aimerais quand même voir la VO parce que là, alors là, on l'a vu qu'en VF. Hein. On peut pas dire. D'où l'utilité d'avoir des belles éditions DVD. Donc Le Chat qui fume, si tu nous entends. Voilà. Et ensuite, on a fini la soirée avec Strike Commando. De Bruno Mattei. Ah. Encore un film d'action. Alors là, je cache pas que c'était le moment où j'étais en PLS. La soirée était longue. C'était dur de passer derrière Enfer et Paradis et on n'a plus 20 ans. Ah oui, on a beaucoup plus que ça. Alors, donc Strike Commando, est-ce que tu te souviens de l'histoire? Plus vraiment. Moi non plus. C'est pour ça que je te l'entends. Ah, il n'y avait pas une histoire de... Ils sont dans la jungle au Vietnam? Si, parce que le méchant avait rencontré le gentil au Vietnam. Et oui. Donc il y a un moment, une séquence de torture où le méchant s'aperçoit que le gentil l'avait aidé, donc il va laisser une chance au méchant, enfin au gentil. Donc et oui, et on découvre à la fin qu'en fait le colonel est dans le coup et du coup il vient tout faire péter au bureau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Strike Commando, c'est un peu est-ce qu'on peut parler de 2 en 1 ou de 3 en 1 pour un... Il me semble que c'est un 2 en 1 ou un 3 en 1. C'est totalement décousu, on ne comprend rien. Mais il faut dire qu'à 3h du matin, on ne comprend plus grand-chose. Ah, vas-y. Attends, il faut le temps que je cherche. Voilà, donc je vais devoir meubler. Alors là le meuble If Good Glue, disponible chez Ikea sous la 1235.58. Donc est disponible en 2 cartons. Le carton avec premier carton avec les grandes planches et un carton avec les petites planches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre
La vis numéro I28 dans le carton numéro H pour pouvoir monter la première tablette. Et voilà. Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, donc c'est bien. Alors, c'est un pastiche de Rambo 2 en fait. Ouh. C'est un pastiche de Rambo 2. Donc, c'est écrit par Bruno Mattei et Claudio Fragasso, réalisateur de Troll 2. Ah oui, et qui a participé à Zombie 3. Et donc, ça nous raconte donc. Nanana. Je laisse ce temps de vide et de blanc. Oui, mais parce que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai été sur la page anglaise et évidemment les résumés font 3 trucs de long. Voilà, donc c'est en pleine guerre du Vietnam. La mission du commando d'élite américain du sergent Ransom tourne mal. Et le commando est massacré durant l'attaque d'un camp Viet Cong par les soldats asiatiques sous les ordres du colonel Radek. Ah, c'était Radek le méchant, voilà. Ah. Et c'est pas Seul Ransom survit et est recueilli par un village qui est pour les Américains. Il se lie avec un enfant du village, mais il est bientôt assassiné par Jakoda, un officier soviétique allié des Viet Cong. Puis Ransom découvre que le meurtre et le massacre du village, sous couvert de la mission de ramener la preuve de la présence des soviétiques, Ransom voudra se manger de Jakoda et des Viet Cong. Jakoda! Voilà, il y avait ce cri tout le temps. Jakoda! Je me rends compte que sur la page en été, on pouvait faire parfaitement. Voilà, donc. Alors, qu'en as-tu pensé? Moi, je m'en souviens plus trop. Mais moi non plus, à vrai dire. Je me souviens de Jakoda! Et de combat what the fuck. Bon, c'est suffisant. Voilà, donc La Nuit d'Anarland, c'est une très bonne nuit. Encore une, à vrai dire. Je n'ai pas connu personnellement de mauvaise nuit d'Anarland. Si, moi j'en ai connu une. C'est parce que j'y étais pas allé. Voilà, donc clairement, l'année prochaine, début octobre, je crois, du coup ça tombe l'an prochain. Ouais, 1er octobre, je crois. Ça a été annoncé, mais C'était annoncé à la fin. Voilà. Bon, donc du coup, c'était très bien. Alors, du coup, est-ce que il serait pas temps, parce que là nous sommes quasiment à 1 heure de podcast, de parler de notre sujet principal? Mais allons-y. Allons-y. Alors, de qui allons-nous parler? Édouard Dubois. Édouard Dubois, mais oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Édouard Dubois a été classé comme étant le plus mauvais réalisateur du monde. Mais ça, c'était avant Tommy Wiseau. Et avant Michael Bay. Et avant aussi le passage de Yolande Moreau. non, je déconne. Alors, et donc voilà, vous l'avez deviné avec notre humour personnel, nous allons vous parler de Ed Wood Jr. Edward E. Wood Jr. de son vrai nom. Voilà, alors clairement qui a été popularisé par un film de Tim Burton. Voilà. Qui retrace une petite partie de sa carrière, parce que qui est tout comme là, nous n'allons pouvoir que vous retracer qu'une petite partie de sa carrière, parce qu'il y a eu beaucoup de films sur lesquels il a travaillé qui ont été passés à l'as, qui ont disparu, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises. Voilà. Mais voilà, donc Ed Wood Jr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, Ed Wood Jr., il est connu pour ses travestissements, sa transidentité. Alors, voilà. Alors, il y a ce film, on va dire, qu'il a... Ed Wood Jr., d'abord, il est né quand? Alors, Ed Wood Jr., il est né. Il est né en 1924, le 10 octobre 1924, à Poughkeepsie, dans l'État de New York. Il est de nationalité américaine. Ouais, donc réalisateur américain, en fait, qui se fait remarquer... par son goût pour le travestissement, voilà, qui fera en fait l'objet de son premier long métrage. Alors, premier long métrage. Alors, Louis ou Louise? En français. En français, oui. Il y a une sortie française, mais j'ai jamais vu en français d'ailleurs. Moi non plus. Moi, j'ai toujours connu comme étant Glenn ou Glenda. Glenn ou Glenda, qui est un film très particulier et très intéressant. Attendez, hop. Très particulier et très intéressant sur un homme qui se découvre aimer s'habiller en femme. Et en fait, ça en dit énormément sur le personnage de Ed Wood, qui était
En fait, c'est quasiment une autobiographie. C'est une C'est autobiographie. une autobiographie parce que le personnage de Glenn, qui devient Glenda en s'habillant en femme, parce que alors, on parle bien de travestissement, pas de transsexualisme. On n'est pas de donc c'est quelqu'un qui aime porter des sous-vêtements de femme, sachant que Ed Wood avait ce même goût, voilà, parce qu'on peut pas parler de défaut, parce Mais qu'on s'en qui fout. est le même en fait que celui évoqué dans le film. Le travestissement d'Ed Wood, dans sa vraie vie comme dans le film, il explique que c'est à l'origine sa mère voulait une fille et donc elle l'habillait en fille. Voilà, Et lui, en fait, il en a gardé l'habitude et le goût. voilà. Donc Voilà. Il va même se vanter jusqu'à avoir fait son service militaire en ayant porté des dessous féminins sous son uniforme. sachant qu'il avait très peur de se faire De se faire prendre. de se faire prendre, sachant que ça aurait été une révocation tout de suite. Et puis, Immédiate. alors, au-delà de la révocation, je veux dire, dans les années. On était quoi dans les années 40-50 Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'à l'époque, de nombreuses personnes avaient peur de révéler leur homosexualité, par exemple. Oui, mais sachant qu'il Voilà. n'est pas homosexuel. Hein, Il n'est pas homosexuel. Oui, mais avec les raccourcis qui étaient faits, il aurait pris cher dans les vestiaires. Il aurait ramassé la savonnette, tu veux dire? Je pense qu'il aurait surtout pris des gros coups de chaussettes avec des cailloux dedans, mais. Ah bon, d'accord, ok. Ça a changé les prisons. Voilà, donc Glenn Glenda, nous sommes donc il est né en 1924. Son premier film était en 53. Alors, beaucoup des films de Deadwood, en fait, sont très difficilement trouvables. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu une très bonne édition. D'ailleurs, la plupart des films dont moi je vais vous parler, alors je ne parle pas pour toi, Jérémy, viennent d'une édition qui a été faite il y a un certain temps par Back Film. On m'annonce en 2015. Alors c'est une presque intégrale parce qu'il y a eu c'est la plupart des gros films qu'il a fait. Où ne sont pas évoqués les films pornographiques et érotiques, parce qu'en fin de carrière ça a été un peu ça. Donc on va essayer de vous faire un peu le parcours de cet homme. Voilà. Alors, Ed Wood, effectivement, il se fait vraiment remarquer, entre guillemets, parce que bon. 1953 grâce à Glenn Glenda. Effectivement, parce qu'après, remarquer, ça a jamais été, il a jamais eu la réputation d'un grand cinéaste. Il a toujours galéré pour faire ses films. Sachant qu'en 1953, il a d'autres projets sur le feu, dont un Crossroad Avengers, Adventure of the Tuxen Kid, qui est disponible sur le coffret, sur le coffret de Back Film, qui est un film un western un peu muet, un peu particulier, qui a jamais réellement été terminé d'ailleurs. Bon, voilà. Il est aussi avec Chriswell Predict, une série TV. Avec Chriswell qu'on reverra dans son film le plus connu en 59, Plan 9 from Outer Space, où là on est face à un prédicateur. Alors Chriswell, comment vous décrire Chriswell? Donc dans le film de Ed Wood, il est joué par Bill Murray. Oui. Et c'était un non, pas par Bill Murray. Non, c'est qui? Je ne sais plus quel acteur c'était, mais Bill Murray jouait un autre personnage. Et donc c'était, oui, c'est des prédictions, mais il tapait souvent à côté, quoi. C'est un peu comme notre Paco Rabanne, quoi. Enfin, distribution, Bill Murray. Ah non, c'est Benny Blankenship et Chriswell, c'était Jeffrey Jones. Voilà. Bon. Voilà, donc il tapait très à côté, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et alors Glenn Wood, dès le départ, en fait, il a eu une particularité, c'est qu'il a remis sur le devant de la scène énormément de monde, dont Bela Lugosi. Bela Lugosi, première interprète de Dracula dans les films. Dans les films de la Universal. Donc grand rival de Boris Karloff. Les deux hommes ne pouvaient pas se voir. Et donc, Bela Lugosi, il était un peu tombé aux oubliettes. Et puis, alors, comment il se rend compte déjà je crois que c'est un peu par hasard. De toute manière, Ed Wood faisait un peu
il allait voir les studios pour essayer de vendre ses films et je pense que c'est un peu au hasard de ces rencontres dans les studios qu'il est tombé sur Boris Karloff. Alors un Boris Karloff Bela Lugosi. Sur Bela Lugosi, pardon. Sur un Bela Lugosi en fin de carrière avec des problèmes d'alcool, de mémoire, de drogue aussi. C'est un donc en fin de vie, alors, tellement en fin de vie que et dans Glenda d'ailleurs il a un petit rôle, il Pull of the Strings. C'est ça. Alors c'est même plus qu'un petit rôle parce qu'il fait le narrateur en fait. Il fait le narrateur. Alors le narrateur, enfin, si vraiment on veut se lancer dans une analyse du film, il joue Dieu, mais oui, on va pas. Mais il joue un espèce de scientifique. Ouais, qui explique la métamorphose et la métamorphose. Les envies du personnage de Glenn. Sauf que les dialogues. Disons que ça a été rajouté un petit peu à la sauce de Bela Lugosi, donc très emphatique, avec un accent à couper au couteau. Et surtout des phrases, on va dire. Enfin voilà, il y a une citation qui est célèbre, on va dire, c'est le fameux Biver. Attention au gros dragon qui mange la queue des petits chiens et des bébés. Voilà, donc, et on ne sait pas ce que ça vient faire dans l'histoire. Donc en fait, dès le départ, la drogue. Dans ce film d'Ed Wood, on a un peu ce qui va caractériser l'ensemble de son œuvre, c'est le non-sens total. Oui, mais en fait, on sent qu'il était tellement content d'avoir Bela Lugosi sur le plateau qu'il l'a laissé un peu faire n'importe quoi. mais le problème, c'est que Bela Lugosi était déjà totalement camé. Voilà. Et ça se verra plus tard. Donc là, nous sommes en 53. Son film suivant est un petit film Jailbait, qui en 54, qui va nous indiquer clairement. Donc on est face à un petit film de gangster des années. Où figure encore sa femme, Dolores Fuller. Voilà. Alors donc Jailbait, c'est l'histoire c'est une histoire un peu basique dans les années 50 de ce gangster qui change de visage et qui a des problèmes vis-à-vis de ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Pas grand chose en fait. Enfin voilà, c'est un peu la mise en scène est un peu inexistante. Il n'y a pas de mise en scène. De toute façon, les films de Ed Wood, on va difficilement vous parler de technique parce que technique, il y en a pas beaucoup. Voilà. En fait, ce qui rendait Glenn ou Glenda intéressant, c'est que il y avait ce côté complètement what the fuck. Oui, surtout la fin du film avec cette séquence de danse qui était très 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 psychédélique. Là en fait il y est pas, on est face à un film classique. C'est ça, donc du coup c'est très peu intéressant. Il refait jouer en fait les camarades des premiers films parce que très clairement il faisait jouer les copains. Il faisait jouer sa compagne, il jouait lui-même, c'est lui-même qui tenait le rôle principal de Glenn ou Glenda. Oui, de toute façon on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc oui, non, j'en ai pas retenu grand-chose en fait. Voilà. Ensuite, en 55, nous avons La fiancée du monstre, Bride of the Monster. Alors, le retour de Bela Lugosi. Le retour de Bela Lugosi dans un rôle de scientifique fou. Voilà, et l'arrivée de Thor Johnson dans la bande. Donc. Thor Johnson, qui était un catcheur. C'était un catcheur de l'époque, un catcheur assez massif. Même très massif. Et donc là, l'histoire, effectivement, d'un scientifique et d'une créature, un espèce de poulpe qui traîne dans des égouts. Oui, alors on n'a pas trop compris le poulpe comment il se déplaçait. Oui. Parce que on comprendra jamais réellement. On le comprendra jamais réellement parce que dans la scène de fin où le scientifique se fait bouffer, le poulpe bouge bizarrement, on va dire ça comme ça. C'est clairement c'est clairement un poulpe inanimé et c'est lui qui fait bouger le poulpe, quoi. Oui, qui se fait attaquer par lui-même par le poulpe. Voilà, on va pas comprendre. Mais c'est un film qui était plus. C'est un peu sa relecture de Frankenstein en fait. Oui, avec un poulpe. Sauf que le poulpe en fait il est minoritaire dans le film, il apparaît 3 fois. Oui, de toute façon, vu les effets, il peut pas plus. Voilà. Parce qu'en fait, la confusion vient que on nous décrit que c'est donc Thor Johnson en fait, c'est l'assistant du scientifique. C'est l'équivalent du nain bossu de Frankenstein. Et donc là, sauf qu'en fait, il est clairement assimilé à Frankenstein et en fait, comme il est costaud, il s'en sert pour kidnapper des gens, pour mener ses expériences. Et donc arrive la situation classique jusqu'au jour où il tombe sur une femme et il en tombe amoureux. Et là, donc la femme est retenue prisonnière chez eux.
Et voilà, mais donc voilà, et puis donc voilà, enfin, il y a une ambiguïté entre le monstre qui est censé être Thorne Johnson, si on s'en tient à un classique type Frankenstein, Mhm. et où en réalité c'est le poulpe. Bah oui. Ouais, non, mais alors, c'est peut-être l'une des rares bonnes idées d'Ed Wood, justement, de ne pas être clair là-dessus. Voilà, donc que dire de plus Pas grand chose, et encore une fois, c'est. Alors vraiment, il faut vraiment être passionné pour tenir devant les films d'Ed Wood, hein. C'est rarement intéressant, quoi. Oui. Alors, je suis en train de regarder les dates. Hop, 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 hop. Ensuite, alors là, sur là ce que tu as en tête, ce qu'il faut savoir, c'est avant, tac tac tac, on a avant Planet of Motorsport, on a The Violent Years. Violent Years, The, yes. The Violent Years qui a l'air d'être en 55. Alors si je me trompe pas, The Violent Years, en fait, 55 ou 56. c'est pas un film de lui, c'est un film écrit par Ed Wood, mais qui n'est pas réalisé D'accord, par oui, Ed Wood. oui, bon, on va les zapper ceux qui sont pas de lui. On va les zapper parce que sinon, oui, on va faire un. De toute façon, on va se concentrer sur le troisième film, qui est son film Somme, en fait. Alors, son troisième film, qui est son classique et son film le plus connu, Plan 9 from Outer Space. Alors là-dedans, donc on retrouve évidemment Bela Lugosi. Alors, Bela Lugosi qui est mort en cours de tournage. qui est mort en cours de tournage. Alors d'ailleurs, il est tellement mort en cours de tournage qu'il a hérité des rushs d'un précédent projet qui n'avait pas abouti. Donc ce qui fait qu'en fait Bela Lugosi n'est même pas au courant de son rôle dans le film, ce qui est très drôle. Et surtout, il a dû trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc cette personne avait, comme Bela Lugosi, il devait porter une cape. Et il devait utiliser la cape pour se masquer le bas du visage, pour ne pas qu'on le reconnaisse et qu'on croie que c'est Bela Lugosi. Sauf que même le haut du visage, on voyait que c'était pas Bela Lugosi. Et pas très ressemblant. Voilà. Alors, Plan 9 from Outer Space, c'est vraiment le film somme de Ed Wood. Voilà. C'est son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre. Façon de parler, c'est celui qu'on monte dans les écoles de cinéma pour dire voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est celui avec le plus de problèmes au montage possible, imaginable. Donc voilà, des dialogues où une partie des personnages sont dans la nuit et quand le contre-champ passe, les autres sont de jour. Par exemple, mais là on a quand même une belle brochette. On a Bela Lugosi comme on vous le dit, on a Thor Johnson et surtout Vampira. Vampira. Alors qui est Vampira Vampira, c'était un peu l'Elvira de l'époque en fait. Moi je vois ça comme une certaine continuité, c'est-à-dire c'est l'ancienne Elvira. Donc Vampira était une actrice qui présentait des films d'horreur à la télévision américaine. Grimée un peu en vampiresse. Voilà. Tout comme Elvira. Et comme Elvira, le décolleté un peu saillant. Tout comme Sangria. Non, rien à voir. Voilà, donc c'est vraiment son plus gros budget avec son casting le plus fou. Le plus fou pour l'époque. Mais aussi des décors en carton-pâte. Ah oui, surtout un très beau cockpit d'avion et de vaisseau spatial. Voilà. On dit souvent que des fois, genre quand on est gamin, pour faire les vaisseaux spatiaux, quand on veut faire ses courts-métrages avec les copains, on utilise des assiettes. Là c'est pareil, ils ont utilisé des trucs, ils ont utilisé des assiettes. Ah oui, mais c'est vraiment tout fait main et c'est son chef-d'œuvre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Planet from Outer Space, c'est l'histoire d'extraterrestres qui décident d'envahir la Terre et qui, pour envahir la Terre, décident d'utiliser le plan 9. Alors, on n'a jamais entendu parler du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ils utilisent le plan 9. Le plan 9 consiste à réveiller 3 Pékins, 3 morts. Sous-entendu, ils veulent réveiller les morts, mais en fait, oui, ils en réveillent 3. Ils en réveillent 3. Dont Thor Johnson. Qui a été tué précédemment dans le film. Donc réveiller 3 pour asservir l'humanité. On pense bien que ça va être un échec. Chose intéressante sur ce film, il a été coproduit par des chrétiens, par une église. C'est chrétien ou évangéliste? Je pense que c'est des chrétiens, parce que évangélistes, mémoire, c'est des chrétiens. Par une église qui ont donné la majorité des sous. Alors je ne sais pas si au résultat ils ont été super contents. Une église baptiste, Église baptiste, d'accord, voilà.
Je ne sais pas si on était super content du résultat. Alors, faut savoir qu'en fait, Ed Wood, comme il était un peu persona non grata partout, il tapait partout où il pouvait pour choper des sous. Bah, il a raison. Donc, quitte à mentir, et d'ailleurs, toute l'équipe du film s'est fait baptiser, parce que, comme c'était une église baptiste, hop, la production, ils étaient contents s'ils étaient tous baptisés. Donc, du coup, ils se sont tous fait baptiser pour pouvoir avoir les sous. Et donc... voilà, donc effectivement, et donc ce film est connu vraiment pour ses erreurs techniques, où par exemple, toujours ce fameux cockpit qui est en fait une salle, Oui. il y a une ombre de micro qui apparaît. Oui, enfin, ça c'est plutôt courant dans les films d'Ed Wood. Hein. Ou Thor Johnson, par exemple, donc en tant que revenant, il a une cicatrice, et sa cicatrice, comme elle le gênait, il l'a changé d'endroit régulièrement, chaque jour. Bah oui. On va pas se faire chier par du maquillage, attends. Voilà, donc c'est le chef-d'œuvre de Deadwood qui a été multiplement rediffusé. Alors d'ailleurs, il y a eu un remake il y a pas longtemps qui s'appelle tout simplement Plan 9, qui est tout aussi qui est un peu mieux fait niveau effets spéciaux, mais tout aussi naze. Voilà. Je tenais à le signaler. Quel est l'intérêt en fait de faire un remake d'un film comme ça qui est justement connu pour son... Enfin, c'est ce que Nanarland appelle un nanar totémique, celui-là. Alors, c'est une pierre angulaire du nanar. Je ne sais pas si tu veux, il y a le remake qui existe et qui est pas terrible. Mais en même temps, se dire tiens, on va refaire ce film mais en bien. Mais quel est l'intérêt quoi? Ils l'ont pas fait en bien. T'inquiète pas, ils l'ont pas fait en bien. Voilà, donc 1959, Plan 9 pour Motor Space. La même année, il nous sort un autre film. Oui. Alors, The Revenge of the Dead ou Night of the Ghouls. Night of the Ghouls. Moi, je l'ai sous le titre Night of the Ghouls. Grosso modo, c'est le docteur Acula, si je me souviens bien, qui décide de réveiller les morts. Bah tiens, c'est la même histoire. Pour des raisons un peu obscures d'ailleurs. Voilà. C'est bon ça fait 1h10, 1h20 et c'est toujours pas bon. Alors oui, les films d'Ed Wood sont très courts par contre. Ils dépassent rarement 1h15. Et ça, c'est très bien. Parce que ça semble quand même long, hein. On va pas se mentir. Oui, non. Voilà, donc The Revenge of the Dead qui a été fait donc, avec une histoire qui est quand même très très proche. C'est un mélange entre Plan 9 et La fiancée du monstre. Hein. Voilà, que vous dire ensuite donc on passe en 1960 The Sinister Huge, une enquête dans le milieu de l'industrie pornographique. Oui, alors sachant que c'est très très drôle parce que Ed Wood va y finir dans l'industrie pornographique. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est après ce film en fait. Oui, après effectivement il va tomber dans des choses un peu plus moyens. Il faut dire que alors plus moyen. En fait, Ed Wood, comment dire, entre ses problèmes d'alcool et le reste, il obtenait plus de financement pour faire ses films. Donc, comme il faut bien vivre, du coup, il faisait des films pornographiques après. Ouais. Sous des noms d'emprunt, bien sûr, mais bon, voilà. On peut citer donc Take It Out Trade, qui est un film sur une fille qui décide qui quitte ses parents et qui alors je crois qu'il ne subsiste que quelques. Alors le film n'est pas complet, hein, et il existe que quelques rushs qui ont été diffusés un peu partout. On peut citer Necromania, qui est disponible un peu partout, qui n'a pas de VF, mais qui est disponible un peu par plein d'endroits, qui est un espèce de comment dire. C'est un mélange d'horreur et de... J'en perds mes mots tellement c'est bizarre. Non, c'est un mélange d'horreur, mais c'est avec des trucs à sketch. C'est un mélange d'horreur à sketch avec des filles sexy qui se déshabillent pour un oui ou pour un non. Surtout pour un non. Et il faut savoir que celui-là, c'est une adaptation d'un livre d'Ed Wood. Oui, oui. The Only House... The Only House. Voilà. Et donc, donc après, c'est pareil, parce que la femme d'Ed Wood l'avait déjà quitté, je crois, avant Plan 9. Dolores Fuller. Oui. Dolores Fuller, donc il faut savoir aussi qu'après, à défaut d'avoir percé comme actrice, elle a percé comme compositrice. Elle a écrit des chansons, dont certains hits pour Elvis. Voilà. Donc elle a plutôt réussi,
contrairement à son ex-mari. Voilà, son ex-mari, qui lui, en fait, est mort de ses problèmes d'alcool à une cinquantaine d'années, quoi. Non. Il est mort à... Non. Il est mort à 54 ans, à 78. Oui, c'est ça. Voilà, donc après, on va passer très vite sur sa fin de carrière. Essentiellement composé de films érotiques, en fait. Ou voire pornographiques, parce que là, la liste que tu as devant les yeux n'est pas complète. Parce que j'ai passé tout. Beaucoup de choses. Grosso modo, de Ed Wood, il faut retenir 3 films, en fait. Glen or Glenda, La fiancée du monstre et Plan 9. C'est les 3 qu'il faut voir, en fait. Oui. Pour votre culture personnelle. Oui, parce que le reste... Bon, après, on peut parler dans les films où il n'a été que scénariste. Je me souviens, donc on parlait de La Nuit d'Anarland il y avait pas longtemps. On peut vous parler de La fiancée de la jungle, qui était diffusée à Une Nuit d'Anarland, Pardon, La fiancée de la jungle. Pour ceux qui se souviennent de la VF. Voilà, ou scénariste d'Orgy of the Dead. Orgy of the Dead, qui est une compilation de striptease de filles dans un cimetière. Ou d'un scénariste d'un film préhistorique, 1 Million AC/DC. Sur ACDC. Non. Non, arrêtez. Voilà, donc c'est... Donc il y a eu un... Donc clairement, comment vous dire, donc voilà, donc c'était un petit aperçu de la carrière de Ed Wood, parce que alors on fait exprès de ne pas aller de rentrer dans les détails, parce qu'il y a eu énormément de films auxquels il a participé en tant que grouillot ou en tant que technicien, etc. Parce qu'en fin de carrière, c'était pas la joie, on va dire ça comme ça. Surtout dans le domaine pornographique, et bon, on n'a pas que ça à faire que de regarder des pornos. Voilà, je vous cache pas que... Ah bon? Ah oui, Tu veux dire j'ai fait tout ça pour rien? Ah tu les as vus tous? Non, j'en ai pas vu un seul en fait. Ce qu'on va vous conseiller, alors par contre, ce qu'on va vous conseiller, c'est l'ouvrage, parce que Ed Wood a été, donc, comme vous l'a dit, auteur. Il y a une édition qui est parue en français chez Capricci, qui est Comment réussir ou presque à Hollywood, les conseils du plus mauvais cinéaste de l'histoire, qui a été écrit par Ed Wood. Alors c'est très intéressant, c'est un guide pour tous les apprentis réalisateurs et tous les apprentis acteurs-actrices. C'est comment vivre à Hollywood sans dépenser un copec, en dépensant le moins possible. Ça peut être très intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le titre original, alors je vais le trouver, le titre original. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, le titre original, parce que c'est pas du tout ça le titre. C'est pas du tout ça le titre original. Je te laisse. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. Hop. Non, il y a quelqu'un qui a écrit sur mon livre. Collection dirigée, non, j'ai pas le titre original. Ah. J'ai ouvrage publié avec le concours de la région Pays de la Loire. Très, très, très belle région, nous sommes d'accord. Non, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, donc si vraiment sa vie vous intéresse, on peut vous conseiller ce livre-là, qui est plein de petites astuces avec un petit humour derrière qui est pas dégueulasse. Sinon, ce qui a popularisé Ed Wood aussi, c'est ce qu'on disait au départ, c'est le film de Tim Burton. Le film de Tim Burton, effectivement, sorti en 94, qui s'appelle tout simplement Ed Wood. Avec un Johnny Depp dans le rôle principal. Voilà, Johnny Depp, Sarah Jessica Parker, Martin Landau. Martin Landau dans le rôle de Bela Lugosi. Qui fait une très très bonne interprétation. On va se mettre d'accord. Donc on avait parlé de Bill Murray aussi. Bill Murray, puis d'autres. Voilà. Donc voilà, un film qui retrace, on va dire, sa carrière jusqu'à Plan 9 from Outer Space. Patricia Arquette. Patricia Arquette, effectivement, la seconde fiancée de Ed Wood. Cathy O'Hara. Voilà. Et Lisa Marie dans le rôle de Vampira. Oui. Non, mais on vous le conseille, ça peut être très intéressant. Et puis disons que ça permet de survoler, on va dire, son histoire sans avoir à se farcir tous ces films, forcément. Oui, mais en fait, c'est l'un des films de Tim Burton les plus burtoniens, alors que c'est le plus réaliste. C'est amusant. On fera peut-être un jour un spécial Tim Burton si on a la patience. Si on a la patience de se taper le Planète des Singes.
Ou le reste d'ailleurs. Oh non, 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 non. Non, non, Batman au défi, j'aime bien. Voilà. Donc on vous le conseille. Surtout que c'est le plus long film d'Ed Wood. Il fait 2h07. Il fait plus de 2 heures. Il n'a pas pris exemple. Voilà. Je crois qu'on a fini de parler d'Ed Oui, Wood. Ouais. effectivement. C'est un épisode, c'est plus court que d'habitude. Parce que là, Du coup, on a un peu rushé en fait. ouais, oui, parce que là j'ai même pas encore enregistré 1h30 et j'ai même pas fait le montage encore. Sachant qu'il va y avoir une coupure. Alors, que dire de plus? Comment finir ce podcast? Bonne question. Après, comme en même temps, Ed Wood ne finissait pas ses films. Ah bah oui. Et si on ne finissait pas notre podcast, c'était... Exactement. Voilà. Bon, on vous souhaite quand même une bonne soirée. Une bonne soirée et puis... On essaye de se retrouver avant Noël. Ah oui. Donc n'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, vous a intéressé, si on a dit 2-3 conneries qui vous intéressent, si vous voulez nous... des messages, je ne sais plus, alors je crois que c'est le cinéma a été fermé de l'intérieur @gmail.com pour nous envoyer des messages. Sinon, normalement, nous sommes présents sur le réseau social Facebook, mais pas encore sur Twitter parce qu'on n'aime pas se faire descendre pour rien. Et puis de toute façon, même sur Facebook, faudrait. On va finir par s'en occuper. Non, on va finir un jour. Ce sera notre running gag de fin. Voilà. Portez-vous bien, on vous aime et à très bientôt. ciao.